Voilà, merci beaucoup à nos trois orateurs pour ces exposés, je trouve particulièrement et complémentaires, riches et intéressants. Bon, alors c'est vrai on nous l'a dit, on va essayer d'éviter quand même la dépression parce que les données, les faits sont quand même particulièrement choquants, heurtants, en tout cas questionnants. Et donc on a tout à fait le temps pour essayer d'éclairer ces questions, peut-être voir aussi les pistes de solutions. Je vous rappelle que le fil rouge de, de ce forum, c'est quand même le changement de paradigme. Alors, par rapport au sucre, malgré tout ce qu'on a entendu, est-ce qu'un changement de paradigme est possible? Alors, je vois la madame, et il y a une question après ici devant. Vous vous présentez, c'est toujours intéressant aussi. Bonjour, merci. Donc moi je suis Mira Golby, je suis chercheur en santé dans une administration, je suis sociologue et j'ai une question pour Madame Hollande et une pour Monsieur Gargarossa. La première, c'est donc on est en Belgique en train de travailler sur le Nutri-Score et je me demandais un peu comment ça se passait du coup, enfin voilà, au niveau du démarrage de cette réglementation. Et alors, je voulais savoir aussi donc on voit au niveau des produits, enfin des substances, que quand on met des rats, quand on améliore l'environnement des rats de laboratoire, donc plus grande cage, meilleur espace, enfin, quand on améliore l'environnement, ils se détournent des substances qu'on leur propose, donc plutôt au niveau cocaïne, je pense, ça se fait ces études-là. Est-ce qu'on voit la même chose au niveau des sucres, justement? Donc est-ce que l'amélioration de l'environnement impacte la recherche de récompenses via ce produit-là? Merci. Madame Hollande. Merci pour... Ça marche? Oui, oui. Oui. Merci pour la question. On n'a pas regardé, on n'a pas étudié le cas de Nutri-Score en Belgique jusqu'à présent. Donc, c'est juste pour ça, parce que dans l'Union européenne, on est bientôt 27 pays. C'est impossible pour nous de regarder au niveau national et c'est justement pour ça, pour qu'on donne des trainings pour faire ces sortes de choses. Je viens de faire quelques demandes d'accès à l'information au niveau belge moi-même, mais c'est vraiment un peu un expériment parce que c'est ce type de loi qui donne accès, par exemple, aux interactions entre lobbyistes et fonctionnaires. C'est un peu différent dans tous les pays. Donc, il faut vraiment s'investir un peu pour rechercher dans tous les pays. Ça fonctionne, ça marche un petit peu différent. Donc, sur le cas de Belge, je ne sais pas. Oui, la question a été très intéressante. Donc, effectivement, pour le contexte de drogue classique, cocaïne, amphétamine, il y a des données qui sont un petit peu en contradiction. Il y a certaines données expérimentales qui montrent qu'effectivement, enrichir l'environnement permet de réduire les syndromes addictifs. D'autres données qui ne disent pas la même chose. Pourquoi? Parce que chaque laboratoire dans chaque pays a ses règles d'hébergement des animaux différents. Et pour le contexte alimentaire, on ne sait pas encore trop. Ma prédiction, c'est qu'en fait, même enrichir un environnement ne servira pas à réduire la préférence d'un aliment sucré ou gras. Pourquoi? Parce que, à différence de la cocaïne et de l'héroïne, où il y a un pourcentage de rats, comme un pourcentage des gens qui développent des addictions, ce n'est pas le 100%, bah, les 100% des animaux et le 100% des gens ont une préférence alimentaire. Donc, je pense que même enrichir un environnement, ça ne va pas forcément bouleverser les choses. Parce que c'est vraiment un stimulus tellement puissant, tellement fort, que pour le contraster, peut-être il faudrait d'autres types. Mais l'expérience biologique doit être faite pour être sûr de ça. Parfait. Michel Mailly, je suis juriste et administrateur d'Epsilon, ce qui n'est pas incompatible. J'ai une question importante. Vous parlez du sucre et du vrai sucre, mais que pensez-vous de remplacer ce vrai sucre par les sucres, les substituts actuels? On a eu pendant longtemps l'aspartame, dont on dit qu'en grande quantité,
quantité, il peut entraîner des conséquences négatives, mais apparemment en très grande quantité. Mais il y a maintenant sur le marché quelque chose qui remplace l'aspartame, j'ai oublié le nom, mais est-ce que employer ces produits-là dans les ménages, dans la cuisine, en particulier, je pense aux cantines d'écoles, dans les écoles. Est-ce que nous pouvons améliorer la situation d'après vos schémas? J'avais un peu l'impression que c'était possible. Oui, alors, personnellement, après, chaque scientifique est différent. Moi, je ne suis pas pour les thérapies de substitution. Dans les cas de certaines pathologies de addiction à l'héroïne, passer à la méthadone, ça c'est très bien, ça marche. Mais pour le cadre de la récompense naturelle, je pense qu'il faudrait plutôt éduquer que réduire le sucre. Il faut dire que le sucre est dangereux. Attention, il faut donner tout le portefeuille des possibilités éducatives en disant il faut être au courant de. Par exemple, avoir l'aspartame, on disait bah, c'est super, il est un peu sucré. Et on a vu qu'en fait, au long terme, parce qu'un composé peut être inoffensif au court terme, mais l'exposition chronique à des doses tout petites bah, peut déclencher des maladies, des effets toxiques, des allergies, on n'en sait rien. Et souvent, on met en marché des composés dont on connaît l'histoire pharmacologique, toxicologique depuis 5 ans peut-être. Mais c'est au long terme qu'on va voir les effets. Donc moi, je suis plutôt... Il faut chercher des substituants, mais aussi il faut regarder quels sont les effets secondaires, parce que chaque produit chimique a sûrement des effets secondaires qui peuvent être aussi assez néfastes. Et ça n'a pas encore été étudié? Il y a des pistes, mais faire des études vraiment de A à Z sur la molécule, sur les effets potentiels, les modélisations, etc., ça prend, c'est une course au long terme. Mais par contre, moi, je suis plutôt à dire, on est dans ces contextes-là, dire basta sucre, c'est pas envisageable, parce qu'il y a des gens quand même qui se régulent le sucre de manière physiologique. Le sucre, en fait, c'est pas le diable, c'est comment on utilise le sucre. Il faut être éduqué à voir le sucre comme quelque chose de dangereux. C'est un petit peu comme la cigarette. On est passé à la clope électronique, qui est aussi une catastrophe. Parce que moi, je fumais du tabac, maintenant je suis passé à la clope électronique, je suis plus accro à la clope électronique qu'à ma clope normale. Parce qu'il y a un goût un peu sucré, parce que c'est simple à fumer, ça coûte pas cher. Donc voilà, substituer quelque chose, c'est pas forcément une solution. Mais par contre, être au courant des dégâts, oui, ça c'est la base. Ok. Bernard Pellegrin veut rajouter ça et puis on passera à une question, un petit commentaire par rapport. Oui, une chose importante, je pense, à souligner, c'est qu'on est passé un petit peu, au cours de la dernière décennie, on va dire, d'une question qui tourne autour du sucre à une question qui tourne autour du sucré, ce qui n'est pas la même chose. La civilisation du sucre, ce que j'ai tenté de développer tout à l'heure, c'est une civilisation qui nous fait sucrer absolument tout. Aujourd'hui, prenez dans une parfumerie les principaux parfums pour femmes qui se vendent, pour hommes d'ailleurs aussi, ce sont des parfums 10 fois plus sucrés au niveau de l'odeur qu'il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans. Autrement dit, on est aujourd'hui dans une société où le sucre en toutes circonstances, ou plutôt le sucré en toutes circonstances, est quelque chose qui nous amène à acheter, souvent, à apprécier, parfois, et un certain nombre de choses, les bougies d'intérieur, les gels douche, les produits de toilette pour les enfants. J'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, par exemple, un baume pour lèvres Coca-Cola. Des choses comme ça font que le sucré est aussi une sorte de cheval de Troie pour nous vendre autre chose. Aujourd'hui, on vend aux adolescents ce qu'on appelle des prémix, c'est-à-dire des boissons alcoolisées qui sont parfumées aux fruits ou à la vanille, sucrées. On vend du tabac à rouler qui est parfumé avec des arômes sucré. Et cette civilisation du sucré, elle permet de faire passer énormément de choses et elle permet, à l'inverse, d'oblitérer un certain nombre de choses qui étaient dans nos habitudes, dans nos mémoires, comme la mer, comme l'acide. Prenez l'évolution du vin.
le vin, sur une petite décennie, est passé d'un goût qui était celui du vin parfois âpre, parfois caillouteux, rugueux, à un goût généralisé qui va vers le fruit et vers le sucré. Il y a un film célèbre qui s'appelait Mondovino qui a montré ça très très bien. Donc, notre tropisme général à partir du sucre, c'est d'avoir fabriqué une civilisation où le sucré est évalué, surrécompensé. Merci beaucoup. Monsieur? Oui. Voilà, il nous reste quelques minutes, brièvement, et comme ça on peut encore avoir quelques questions. Jacques de Broqueville, je suis étudiant en psychologie. Je me demandais, on a remarqué, il me semble, chez les personnes en sevrage alcoolique qui développaient un goût du sucre assez fort. Est-ce qu'il pourrait y avoir une interaction de ces deux dépendances, et maintenant qu'ils commencent à développer des bières moins caloriques, entre guillemets, est-ce que c'est pas quelque part couper ce lien entre sucre et alcool qui peut avoir des répercussions sur la suite et qui peuvent se renforcer l'un l'autre? Est-ce qu'il y a des études qui vont, on va dire, analyser ces interactions entre les deux effets du sucre contenu dans la boisson alcoolique qui peut amplifier le sevrage? Oui. Non, monsieur, ça c'est connu. Une addiction à l'alcool va à rendre encore pire une recherche compulsive du sucre. Surtout parce que l'alcool, métaboliquement, devient du glucose, qui est un sucre. Donc en fait, voilà, c'est le besoin de l'organisme de chercher du glucose, de l'énergie, est intrinsèque même à l'alcool. Donc il y a une comorbidité assez forte. Oui. Et dans la bataille sur l'étiquetage alimentaire, l'industrie d'alcool a réussi déjà d'être complètement exclue de l'étiquetage. Donc c'était déjà un de leurs réussites. Madame. Bonjour, Karine Gartua, je suis psychiatre à Montréal. J'ai une question pour le professeur Gangarosa. Vous avez montré que les rats ne préfèrent pas nécessairement quelque chose qui est de l'eau avec des substituts de sucre où il n'y a pas de calories. Je me demandais l'effet de ce sucralose, de cet aspartame, stevia, tout ça, sur la leptine et sur l'insuline. Est-ce que c'est aussi à effet nul, ou est-ce qu'au contraire, il y a une induction de la leptine et de l'insuline? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le sucralose qui est sucré, mais qui n'a pas de calories, va modifier le pattern d'expression de certaines hormones comme la leptine et la ghreline. Pourquoi? Parce que l'organisme il est convaincu de recevoir quelque chose qui est énergétique, donc il va sécréter tout son patrimoine d'enzymes, de molécules pour gérer ce type de consommation. En fait, l'organisme se retrouve dépourvu de calories, parce qu'il croit d'avoir des calories, mais en fait, il n'y a pas de calories. Et donc, au long terme, maintenant, le sucralose, même pour les diabétiques, n'est plus conseillé, parce que ça va exactement pour avoir une contre-régulation assez importante. C'est pour ça que la substitution, ce n'est pas toujours la solution. Voilà. Oui, bonjour, Denis Livemont, psychiatre. J'avais encore une question pour... je ne sais pas qui peut répondre à ça. Question assez générale. Donc, on a vu que l'obésité au niveau mondial était en croissance. Est-ce qu'on a montré clairement avec votre slide sur Morin en 2018, Monsieur Gangarosa, vous avez montré que les performances cognitives chez les rats étaient amoindries. Est-ce qu'on peut imaginer de la sorte que les performances cognitives humaines sont amoindries, bien sûr, par l'obésité? Et est-ce que, je vais un cran plus loin, est-ce qu'on peut imaginer que le libre arbitre, et donc le pouvoir décisionnel des masses, de la population, là ça devient sociétal, serait influencé par tous ces excès glucidiques? Voilà, vaste question, courte réponse. Oui, merci. En fait, la réponse à deux questions, c'est oui et oui.
Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'obésité est corrélée à des troubles d'ordre mental, ça peut même à des défauts cognitifs. Les patients qui souffrent de diabète de type 2, qui ne sont pas forcément nécessairement obèses, mais qui peuvent l'être, il y a une chance de développer des maladies neurodégénératives, Alzheimer, énorme. Donc tout est lié. Et pour l'autre partie, oui, je dirais, le conditionnement sociétal joue un rôle essentiel dans la prise de décision et dans l'esprit de groupe. Si mes camarades mangent du sucre, moi je vais manger du sucre parce qu'il faut faire partie d'un club. Ok. Ici une petite réaction courte. Oui, il y a une dimension sociale aussi. Autrefois, au 19e siècle, quand on était gros, c'est qu'on avait réussi. On était un bourgeois ventripotent qui avait réussi. Aujourd'hui, quand on est gros, on est plutôt chômeur et pas bien. Et une chose, par exemple, intéressante, c'est de dire que les parents qui éduquent le mieux leurs enfants en matière de consommation du sucre, c'est les enseignants. C'est les enfants d'enseignants qui montrent le moins de taux d'obésité dans une société. Une autre chose intéressante, c'est de montrer la corrélation qu'il y a entre l'obésité, la consommation de sucre et les zones issues des territoires en crise, concrètement en France, le Nord-Pas-de-Calais, les DOM-TOM, la Seine-Saint-Denis. Les taux de prévalence de l'obésité liés à une mauvaise alimentation, mélange de sucre et de gras, sont énormes, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Donc, il y a une dimension sociale au sucre, comme il y a une dimension sociale à beaucoup de choses, mais cette consommation de sucre, aujourd'hui, c'est une consommation de gens qui sont aussi en échec social. Voilà, une toute dernière question. Bénédicte Eutenauve, psychanalyste. En fait, j'ai une question toute personnelle, parce que bon, ça me concerne en premier lieu. Je suis, je pense, tout à fait addict au sel, et pas n'importe quel sel. Je veux dire, c'est pas le sel de cuisine qu'on met dans l'eau pour cuire des pommes de terre, c'est la fleur de sel. Là, ça a un véritable goût pour moi. Et par contre, le sucre et les gras, non, pas du tout. Donc voilà, ma question c'est, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a aussi une addiction au sel? Voilà. 100% oui. Voilà, écoutez, je suis désolé qu'on termine par cette vérité qui, bien sûr, nous demandera de réfléchir encore et de trouver les voies pour pouvoir être, je dirais, mieux informés, d'être vigilants. J'ai retenu ça quand même. Soyons vigilants, soyons tous vigilants. Avant que vous ne partiez, aussi vous dire que Bernard Pellegrin sera au 2e étage pour signer son livre, hein, le sucre, cette autre poudre blanche. Donc, je vous encourage à aller voir au 2e pour une dédicace. Voilà, merci pour votre participation. Merci encore à nos orateurs et à tout de suite.